Merci beaucoup, Paulin. Donc, allô, est-ce que vous me recevez? Oui, très bien. Alors donc, de nouveau, bonjour à tous et à toutes, pour surtout ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à cet atelier. Donc, sans tarder, nous allons passer à la première présentation qui va être faite par Moustapha Cissé et relative à tout ce qui est science de données. Donc, c'est particulièrement la science de données que Moustapha Cissé va essayer de s'en tenir avec vous, participants. Donc, pour rappel, professeur Moustapha Cissé est chercheur en intelligence artificielle à Google, où il est responsable du centre de recherche en AI d'Accra, donc au Ghana. D'ailleurs, c'est le premier centre de recherche de Google en Afrique. Il est professeur d'intelligence artificielle à l'African Institute of Mathematical Science, où il est fondateur et directeur du premier programme de master en IA en Afrique. Professeur Cissé est directeur non exécutif du Centre pour la quatrième révolution industrielle du Rwanda et est aussi membre du Conseil international de l'École polytechnique de Zurich jusqu'en 2018. Moustapha Cissé était auparavant chercheur à Facebook, toujours en intelligence artificielle, et il a soutenu également une thèse de doctorat en machine learning à l'Université Pierre et Marie Curie en 2014. Donc, j'invite tous les participants à suivre avec beaucoup d'intérêt la présentation de Moustapha Cissé parce qu'on est sûr qu'il va nous donner des informations et également plein de choses qui nous seront utiles. Donc, comme vous l'avez déjà su, durant la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire sur le chat ou bien utiliser le lien qu'on avait partagé avec vous par mail. Donc, professeur Moustapha Cissé, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, on vous entend. Bonjour. Très bien. Alors, il faut que j'arrive juste à présenter mes slides là, parce que je ne sais pas encore quoi Oui, faire. c'est... Gaz, je t'ai envoyé un message. Ok, d'accord. Si tu regardes à Est-ce droite, que tu saurais comment? est-ce qu'à droite, tu vois la liste des participants ou pas? Non. Donc, il y a Oui. trois flèches à ta droite là, Merci. en violet là. Si, si, je vois une liste de participants. Oui, oui. Voilà. Donc là, il y a Share les noms. content. OK. À droite, il y a une petite flèche pour Voyager. le contenu. Share application. OK. Application with the prompt up. Voilà. On va y arriver. Euh, alors, juste une seconde là. Voilà. Est-ce que vous voyez mes slides? Parfait, Oui. ça arrive. Parfait. Très bien. Alors, bonjour, merci beaucoup Gabou, Idrissa et tout le monde pour l'invitation. Et merci aussi pour la présentation très bienveillante. Je m'excuse d'avance, j'ai une voix un peu bizarre là, parce que j'ai j'ai un rhume qui refuse de me lâcher depuis quelques jours. Ce n'est rien de grave, rassurez-vous, mais ça affecte ma voix et j'espère que ça ne vous dérangera pas trop durant la présentation. C'est un plaisir de participer à cette session et de discuter d'un sujet aussi important que les sciences des données et tout ce qui tourne autour, aussi bien la production de statistiques, comme l'a mentionné avant moi le directeur de l'Agence nationale de la statistique et du développement, mais aussi au-delà de la production de statistiques, l'intelligibilité des données. Donc, comment ces données sont produites, agrégées, comment on fait tourner des algorithmes dessus pour apprendre des choses qui peuvent être utilisées à des fins diverses. Je m'excuse aussi d'avance pour l'anglais dans la présentation. Je pense que je n'ai potentiellement jamais donné cette présentation en français, donc s'il y a des anglicismes, je m'en excuse d'avance. Donc, je voudrais utiliser cette opportunité pour discuter
pour parler du futur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. D'abord pour parler de ce qui est possible aujourd'hui, mais surtout pour donner une ouverture sur ce qui bientôt sera une réalité et l'impact que ça peut avoir sur nous en Afrique en général et au Sénégal en particulier. Ce dont je vais parler, ce sont des progrès dans différents projets dans lesquels j'ai été soit impliqué, soit que j'ai pu observer du premier rang parce que ça a été fait par certains de mes collègues. Ce sont des projets qui reflètent ce qu'on appelle la tendance, parce qu'il y a des projets similaires qui se passent un peu partout dans le monde en ce moment. Et j'espère que ça donnera une bonne idée, enfin un bon aperçu de l'intelligibilité donnée et de ce qu'on fait aujourd'hui dans le secteur qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc moi, je travaille dans un domaine de l'intelligence artificielle qui s'appelle le machine learning. Et le machine learning en 2011, c'était ça. Enfin, c'est très grossier ce que je suis en train de montrer là. Je suis en train de vous montrer une image très floue d'un animal. Et en 2011, pour une des principales tâches de machine learning, donc la tâche de classification, on entraîne une machine à classifier des images ou peu importe du texte dans différentes catégories. Et après, à partir d'un certain moment, la machine arrive à produire la bonne classification pour une image qu'elle n'a jamais vue. Donc en 2011, dans le benchmark, dans le principal benchmark qui est utilisé pour évaluer ces algorithmes, la performance, la précision des meilleurs algorithmes de classification était de 26%. Okay. Quand on sait que la performance des humains sur une tâche similaire est d'environ de 5% d'erreur, il y avait un gap assez important entre les capacités de la machine et les capacités des êtres humains. Alors en 2016, donc juste 5 ans de différence, la précision des meilleurs algorithmes est passée de 25% à 3%, c'est-à-dire une précision qui est théoriquement meilleure que celle des êtres humains sur cette tâche en particulier et sur des tâches similaires. Alors, beaucoup considèrent que cette transition-là ou cette évolution est une évolution importante dans l'évolution de l'intelligence artificielle, de la même façon que la transition entre le moment où les êtres humains ne pouvaient pas voir clairement et distinguer, appréhender leur monde, et le moment où ils ont été capables de le faire et d'avoir un meilleur contact avec leur environnement immédiat est une transition importante dans l'histoire de l'humanité. Et cette transition-là, en fait, elle s'explique aussi par un investissement énorme dans la recherche et le développement dans ce sujet-là. Et cet investissement-là, il peut se voir un proxy pour le comprendre, c'est de regarder l'évolution des publications scientifiques dans le domaine du machine learning. Alors, ce que je vous montre là, c'est le machine learning. Mais en fait, si vous considérez tout ce qui est la science des données, la trend, comment on appelle ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, la tendance, elle est beaucoup plus spectaculaire, encore plus spectaculaire. Donc, vous pouvez voir entre 2011 et 2019, la courbe de croissance, elle est quasi exponentielle. Parce que elle est même, si vous faites une comparaison avec la loi de Moore, là, sur les quelques 4-5 ans, elle est même au-dessus de la loi de Moore. Donc, il y a près d'une centaine de nouveaux papiers publiés en machine learning chaque jour. Et tous ces papiers contribuent de nouvelles techniques, de nouvelles architectures et de nouvelles façons de faire en intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment, dans tout ce qui est sciences des données, un engouement extrêmement important qui est le moteur du progrès qu'on observe aujourd'hui. Donc, en 2008, le National
Academy of Engineering des États-Unis, l'Académie nationale d'engineering des États-Unis a publié ce qu'ils appellent la liste des grands challenges du 21e siècle. Donc, on est déjà en 2020, il nous reste 80 années pour résoudre tous ces challenges-là. Il faudrait qu'on aille plus vite. Mais ce qui est intéressant sur cette liste, c'est que, enfin, c'est une liste de challenges très ambitieux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les challenges que vous voyez en rouge là. Je crois qu'on ne voit pas très bien tes slides. Ah bon? On est sur une diapo floue. Idrissa, est-ce que vous voyez pas la même chose? Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Excusez-moi. Moi, je les vois correctement. Oui, je confirme, effectivement. On avait l'impression que c'était flou exprès, en fait, en 2011, mais j'ai l'impression que ça c'est resté flou. Oui, en 2011, c'était flou, mais moi, ce que je vois ici, là, c'est pas Peut-être que tu peux arrêter le partage et partager à nouveau. Peut-être que ça va recharger les diapos. Ok. Ok, je vais essayer ça. On est resté en 2011. Oui, on est resté en 2011, on s'est dit, ben, là, les progrès, on ne les voit plus là. Ok. Alors, une seconde. Est-ce que vous voyez mes slides maintenant? Oui, moi je les vois. Ouais. Parfait. Bon. C'est bon? Oui, c'est bon, allez-y, continuez. Très bien. Donc là, vous aviez vu cette liste ou pas? Avant, on n'avait pas vu en fait, mais bon, vous pouvez continuer. Donc voilà, donc ça c'était la slide de 2011. Ça c'était quand je parlais de la courbe d'évolution des publications dans le machine learning sur Archive. Et ça, c'est la liste des grands challenges du National Academy of Engineering. Et donc, ce que je disais, c'est qu'en rouge, il y a cette liste a évolué, hein, mais en rouge, ce sont les challenges qui sont en train d'être, dans lesquels il y a des progrès significatifs qui utilisent la science des données, l'intelligence artificielle, etc. Et donc, je vais parler de certaines de ces choses-là, y compris des applications sur lesquelles on a travaillé dans notre équipe. Mais je voulais auparavant discuter d'un point que je pense être important. Si vous regardez cette carte représente les endroits dans le monde où vivent les personnes qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Donc, je comprends bien que l'intelligence artificielle est juste une sous-communauté de la science des données et qu'il y a d'autres choses, mais vous pouvez voir en fait les points, la taille des points correspond à la taille de la population qui travaille dans le secteur. Donc, en gros, ce que dit cette carte, c'est que la plupart des gens qui travaillent dans ce secteur se trouvent soit en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie du Sud-Est en particulier, et puis en Chine principalement. L'Afrique est très peu représentée sur cette carte. Donc, cette carte, elle date de 2018, je pense. Elle a changé depuis, mais très légèrement. Et cette population globale même de chercheurs et de développeurs, d'ingénieurs en intelligence artificielle, elle est très réduite. Elle était estimée par... il y avait une étude de LMNTI en 2018, je pense, qui situait cette population à moins de 10 000 personnes dans le monde entier, alors que la demande est de très loin supérieure à ce nombre-là. Donc, donc moi, je travaille pour un département de Google qui s'appelle Google AI. Google AI, c'est un département de recherche qui est distribué sur plusieurs sites. Donc, on est présent en Amérique du Nord, donc sur les deux côtes, en Europe, au Middle East, donc principalement en Israël, et puis en Asie. Et depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, nous avons notre premier
site sur le continent africain, qui est notre centre de recherche qui se trouve à Accra, au Ghana. Donc, pourquoi c'est important de regarder ces questions-là de sciences des données, d'intelligence artificielle dans le contexte africain? Eh bien, une des raisons, c'est que bientôt, c'est ici que vivront la majeure partie des gens de ce monde. D'ici 2050, nous serons près de 2,5 milliards d'habitants. Et ces 2,5 milliards d'habitants constitueront quasiment 40% de la population mondiale en âge de travailler. Donc, il y aura beaucoup d'opportunités ici. Il y en a déjà, mais il y en aura encore plus. Et les transformations technologiques auront un impact assez important si on y travaille dès maintenant en ayant les réalités culturelles et traditionnelles en prenant en compte toutes ces réalités-là. Donc, je voulais vous parler de quelques applications sur lesquelles on a travaillé et dans des secteurs qui sont, à mon avis, et je pense que c'est partagé, des secteurs qui sont fondamentaux pour nous, Africains, pour notre développement. Donc, un premier exemple, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'agriculture. Donc, durant les 2 années passées, nous avons travaillé sur un projet pour diagnostiquer les maladies des plantes. Vous savez, quand un être humain est malade, on va voir un médecin qui consulte, pose un diagnostic et ensuite il y a un traitement. Quand une plante est malade, il y a très peu de personnes qualifiées, en tout cas au vu de la demande, pour pouvoir poser ces diagnostics-là. Donc, toutes les personnes qui travaillent dans le phytosanitaire, dans les ingénieurs agronomes, etc. Il n'y en a pas assez pour pouvoir poser à temps ces diagnostics-là et puis permettre de traiter les plantes pour éviter que les récoltes soient décimées. C'est réellement un enjeu de sécurité alimentaire dans plusieurs régions du continent. Et on a vu des ravages s'opérer en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et ailleurs. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-il possible que juste à partir de leur téléphone, que les agriculteurs puissent diagnostiquer leurs plantes et que à partir de là, qu'ils puissent qu'ils puissent initier un traitement avec l'aide de personnes qualifiées pour pouvoir sauver leur récolte avant qu'il ne soit trop tard. Donc, cette plante que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle du cassave. Je ne me rappelle plus du nom en français. Je crois que c'est le manioc. Du manioc. Oui, c'est le manioc, oui. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a certaines tâches en fait sur cette plante. Et en fonction de la propagation de la maladie sur les plantes, ces tâches peuvent avoir différentes formes, différentes couleurs, etc. Et ce qu'on a pu faire, c'est d'entraîner des algorithmes de segmentation sémantique entraînés sur des images précédemment annotées pour que juste à partir d'un smartphone, on puisse détecter les zones, en fait, déjà on puisse quantifier le degré d'avancement de la maladie et puis qu'on puisse détecter les zones où la plante est malade, quoi. Donc voici ce que ça donne, par exemple, ou bien quand c'est plus avancé, la machine montre carrément que la plante la maladie a atteint un stade de développement assez avancé. Donc, en colorant chaque pixel de l'image avec le code de couleur qui correspond à la classification de la maladie de la plante. Donc ici, c'est juste une seule maladie, mais elle est à un stade déjà avancé. Donc cette application-là, elle est déployée. Elle a été testée sur le terrain, utilisée par des agriculteurs en train d'être raffinée. Et ce sont des choses comme ça qui sont, somme toute, une fois qu'elles sont déployées, assez simples, qui peuvent apporter un grand changement dans le quotidien des personnes qui les utilisent. Donc, une autre application importante de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir améliorer notre compréhension des dynamiques de population, c'est-à-dire comment est-ce que les populations évoluent,
dans les villes ou dans les zones rurales où elles vivent, comment les villes elles-mêmes évoluent, etc. Donc ça, c'est important parce que la population mondiale aujourd'hui, elle est à 7 milliards d'habitants, mais ces 7 milliards d'habitants vivent dans différentes parties du globe. Et ces différentes parties-là, en fonction de là où vous vous trouvez, les environnements peuvent être très différents, peuvent évoluer de façon très différente. Quelquefois, lorsque vous êtes dans un pays comme le Sénégal où on a la chance d'avoir l'ANSD, on sait où vivent les gens, on a des statistiques de qualité sur la population, etc. Mais quand vous allez dans un pays comme le Congo, par exemple, la dernière fois qu'il y a eu un recensement au Congo, c'est en 1981. Donc, et au Soudan, c'est encore pire. Donc, il y a des pays où on ne sait pas vraiment combien de personnes vivent là-bas en réalité, en fait. Et ces statistiques-là sont cruciales pour éclairer les politiques de développement parce que c'est sur la base de ces statistiques que sont prises les décisions politiques, par exemple, où est-ce qu'on doit construire une école, de combien d'électricité on a besoin, où est-ce qu'on doit améliorer l'adduction d'eau, etc., etc. Donc, une façon d'estimer ces populations-là ou bien de mieux les comprendre, c'est d'analyser, par exemple, des images satellitaires. Alors ça, c'est un autre challenge parce que l'analyse d'images satellitaires regarde des images, consiste à développer des algorithmes qui scrutent des images, qui regardent d'en haut nos villes, nos campagnes, etc. Et ces géographies-là sont aussi diverses quand vous allez d'un pays à un autre. Par exemple, ce que vous voyez ici en haut à gauche, ce que vous voyez en haut à gauche ici, c'est une ville, un quartier sur Piloti, en fait, qui se trouve au Nigeria, qui est très différent en architecture. Donc ça, c'est complètement flottant, quoi. Qui est très différent en architecture de ce quartier-là qui se trouve en Ouganda, à Kampala, en Ouganda, par exemple. Donc, il y a un challenge très important sur la variété. Et c'est ce challenge-là qu'on a voulu résoudre en utilisant encore une fois des techniques de computer vision, notamment de la segmentation d'instances, etc. Donc, par exemple, si vous regardez cette partie très dense de Kampala, si vous posez la question combien de personnes vivent ici, très peu de gens peuvent vous répondre. Alors que c'est une question qui peut être très importante. Donc, une des raisons pour lesquelles c'est important, par exemple, c'est lorsque vous voulez vous déplacer. Lorsque vous voulez vous déplacer, ce que font plusieurs personnes maintenant, en tout cas une bonne majorité des gens, c'est qu'ils regardent sur Google Maps. Alors, comment sont créées les cartes Google Maps? Les cartes Google Maps sont créées en regardant les images satellitaires et en convertissant les images satellitaires en cartes. Et lors de la conversion d'images satellitaires en cartes, il y a une phase de détection des buildings. Et donc, les buildings, c'est ce que vous voyez là. Okay? Donc, si votre algorithme de détection, si votre algorithme de détection d'images satellitaires, de conversion d'images satellitaires en cartes, donc avec en particulier l'étape de détection des buildings, si votre algorithme n'est pas très bon, vous allez avoir très peu de buildings ici. Vous voyez, même si l'image satellitaire correspondante montre qu'il y a beaucoup de maisons et d'autres buildings. Donc, vous voyez le décalage qui existe entre la carte et l'image satellitaire. Donc, ça, c'est une carte d'un endroit qui se trouve au Togo il y a plusieurs mois de cela. Et ça, c'est important parce que cette carte, cet algorithme, il peut fonctionner très bien pour certaines zones de la planète et pas aussi bien pour d'autres zones de la planète. Donc, on a travaillé dans notre équipe à Accra à designer de nouveaux algorithmes qui peuvent prendre en compte les différentes, la variété accrue des buildings tels que représentés dans les images satellitaires, en particulier en Afrique. Et on a développé un nouvel algorithme qui permet aujourd'hui, lorsque vous lui présentez une image satellitaire comme ça, de détecter une grande majorité, sinon tous les buildings qui se trouvent sur cette image satellitaire, contrairement à l'algorithme qui se trouvait en place avant. Et en résultat, vous avez maintenant des meilleures cartes en Afrique depuis quelques mois
grâce à un travail qui a été fait dans l'équipe, vous avez de meilleures cartes où vous avez tous les buildings qui sont détectés. Donc, si vous utilisez Google Maps, par exemple, pour naviguer d'un endroit à un autre avec votre véhicule, si vous pointez sur un building qui correspond à votre maison, il vous amènera exactement là-bas et ne vous dira pas que ce building n'existe pas, ce qui était le cas précédemment. Donc ça peut aussi être utilisé pour estimer les populations, pour voir comment les villes évoluent dans le temps, comment les populations et les quartiers, je ne sais pas comment on appelle ça, les settlements, ils évoluent, etc. Ça peut permettre de guider la prise de décision publique. Donc, un autre aspect important parmi les applications de l'intelligence artificielle, c'est l'avancement des applications dans le domaine de la santé. Alors, la santé est un sujet extrêmement important et nous, on ne le sait que trop bien parce qu'il y a un déficit absolument significatif de médecins en comparaison de la taille de la population, mais surtout lorsqu'on considère la vitesse à laquelle évolue la population. Donc aujourd'hui, on est moins de 2 milliards d'habitants, mais bientôt, d'ici 30 ans, on sera près de 2 milliards et demi d'habitants. Donc on est quasiment 1 milliard. La population va doubler dans les 25 prochaines années. Et on aura encore besoin de plus de médecins ou de technologies qui peuvent améliorer notre santé. Un exemple que je souhaiterais vous donner, c'est celui de ce qu'on appelle la diabetic retinopathy. C'est la cécité due au diabète. Je crois que c'est comme ça que ça se dit en français. Donc, en fait, la cécité due au diabète, elle affecte aujourd'hui quasiment 50 millions de personnes en Afrique. Donc, si vous considérez toute l'Afrique et le Middle East, environ 50 millions de personnes. Mais en fait, ce chiffre va doubler, va plus que doubler d'ici 2040. Et dans certaines parties du monde, comme l'Asie du Sud-Est, ça affecte déjà quasiment 80 millions de personnes et ce chiffre va aussi doubler d'ici 2040. Et dans le monde, partout dans le monde, il y a 415 millions de personnes qui ont le diabète et toutes ces personnes-là sont des personnes à risque en ce qui concerne la cécité due au diabète. Donc, le problème avec ce qu'on appelle le diabetic retinopathy, la façon dont c'est diagnostiqué, c'est que les médecins regardent des images que vous voyez là avec leurs machines, et puis les ophtalmologues là, ils regardent ces images-là et puis ils détectent des hémorragies, en fait, des traces d'hémorragie. Et sur la base de ces traces d'hémorragie, ils peuvent dire si votre œil est malade, si vous avez un risque sévère ou bien modéré, ou bien si vous êtes déjà très malade et que vous allez bientôt, si la personne va bientôt être aveugle dû à cela. Donc, ce qui a été fait il y a quelques années, c'est que certains collègues à Google ont travaillé avec des médecins et d'autres chercheurs dans plusieurs universités et ils ont entraîné des algorithmes d'intelligence artificielle, donc des réseaux de neurones en particulier, à prédire sur la base d'images telles que ces images-là. Et ces images ont été annotées par des médecins, donc avec 5 degrés d'annotation, donc des médecins qualifiés, à prédire est-ce que une personne va être atteinte de diabetic retinopathy. Et ensuite, ces images ont été testées ces algorithmes ont été testés sur des images, donc sur des personnes que l'algorithme n'a jamais vues avant. Et ils se sont rendus compte, en fait, que l'ophtalmologiste médian avait un score de 0,91, donc 91%, alors que le score correspondant pour l'algorithme était de 95%. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut aujourd'hui, comme l'ont souligné beaucoup de chercheurs et de spécialistes très connus dans le domaine, ce n'est plus juste un effet de mode, c'est une réalité. On peut aujourd'hui designer des algorithmes qui, pour certaines tâches, peuvent en arriver à avoir
des précisions qui sont comparables ou supérieures à la précision des médecins. Et je pense que lorsque les algorithmes travaillent avec les médecins, ça ne peut qu'améliorer les diagnostics et les traitements que nous recevons en tant que patients. Alors, un autre sujet important, c'est sur lequel je voulais insister un peu aussi, c'est la prédiction des désastres, des catastrophes naturelles. Et donc, une catastrophe naturelle importante, c'est les inondations. Donc, on en a vu en Afrique, on en voit souvent en Asie du Sud-Est. Et donc, ça, c'est un projet important sur lequel des chercheurs ont travaillé aussi dans l'orgue, à Google AI. Et donc, lorsque les inondations surviennent, les gens ont très peu de temps pour comprendre ce qui se passe, pour se déplacer, etc. Et ce qui a été fait dans ce projet, c'était de combiner des modèles d'hydrologie avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir prédire quand est-ce que vont avoir ces inondations, où est-ce que ces inondations vont arriver et quel sera l'impact. Okay? Donc, avec des simulateurs, etc. Et ces modèles-là ont été déployés, tenez-vous bien, dans la vraie vie. Donc, par exemple, en Inde, les gens peuvent télécharger une application qui est faite par Google. Et cette application-là peut vous donne des alertes pour vous dire que d'ici 24 heures, la région dans laquelle vous vous trouvez, enfin, l'endroit dans lequel vous vous trouvez a un risque sévère d'inondation. Donc, peut-être que vous devriez prendre vos bagages et puis aller voir ailleurs. Donc ça, c'est l'impact réel dans la vraie vie des gens. Mais tout ce dont j'ai parlé est possible en fait parce que il y a des personnes qui sont à l'intersection de deux ensembles. Il y a des personnes qui ont l'expertise pour développer ces choses-là, mais ces personnes-là n'ont pas seulement l'expertise pour développer ces choses-là, ils connaissent les problèmes importants, les problèmes où leur expertise peut faire une très grande différence. Et pour maximiser le nombre de personnes qui se trouvent dans cette intersection-là, il faut insister sur la formation. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font au Sénégal, y compris à l'UVS en particulier, et je pense que ce sont des efforts à saluer. De notre côté, on a travaillé depuis 3 ans sur le programme de master en intelligence artificielle que nous donnons à l'African Institute of Mathematical Science. Donc, ce programme existe depuis maintenant bientôt 3 ans. On l'a commencé au Rwanda, ensuite on l'a étendu au Ghana. Donc, on le faisait tourner l'année dernière au Rwanda et au Ghana. Et cette année, il aura lieu aussi au Sénégal à partir du mois de janvier. On a déjà diplômé près de 150 étudiants. Certains sont devenus mes collègues à Google, d'autres sont à Facebook, d'autres ont fait des startups, d'autres travaillent dans les gouvernements dans différents pays. Donc, l'impact est vraiment réel et nous pensons que c'est la seule façon aujourd'hui de faire en sorte que les problèmes importants où l'intelligibilité des données, la science des données, l'intelligence artificielle peuvent faire une différence, bien que ces problèmes-là bénéficient d'une expertise locale importante. Parce que les gens que nous formons dans ces programmes-là sont des jeunes Africains qui connaissent les problèmes de leur communauté mieux que quiconque et qui, lorsqu'ils sont équipés des outils nécessaires, peuvent résoudre les problèmes de leur communauté en utilisant la science des données, en faisant en sorte que ces données soient intelligibles et que sur la base de l'information et de la connaissance extraite, que des décisions puissent être prises. Donc, ce programme, lorsqu'on l'a lancé, mon ancien employeur, Yann Lequin, qui a reçu le Turing Award l'année dernière, disait que c'est le programme le plus sélectif dans le monde. Effectivement, on a reçu plus de 7000 candidatures et on a pu en sélectionner qu'environ une cinquantaine, ensuite environ 80 pour la deuxième année. Donc, il y a de la place pour ces formations-là en Afrique. Nous espérons en voir encore plus dans toutes les universités. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en tout ce qui concerne la science des données. Je pense que des organisations telles que
telle que la vôtre, telle que cette conférence y contribue et tous les acteurs qui sont impliqués. Je vous félicite par avance pour tous vos efforts. Le chemin est encore long, mais à mon avis, le futur de l'intelligence artificielle en particulier, mais plus globalement, de toutes les disciplines liées à la science des données en Afrique est assez radieux. Donc, merci encore pour l'invitation et puis je suis ouvert à des questions au cas où il y en aurait. Merci. Merci beaucoup, Moustapha, pour la présentation et également le respect des délais. Peut-être j'ai oublié durant l'introduction de rappeler que Moustapha Cissé a fait ses études à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, donc jusqu'en maîtrise, si je ne me trompe pas. C'est après en fait qu'il s'est rendu, voilà, qu'il est parti à Paris 6 ans. Je pense qu'on a eu l'occasion de se retrouver là-bas. Je me rappelle d'ailleurs la première fois que j'ai entendu son de mes encadrants qui est venu me dire Idrissa, il y a un Moustapha Cissé de Saint-Louis, il dit que les étudiants de Saint-Louis sont meilleurs que ceux de Dakar. J'en ai rigolé. Et j'ai dit à mon encadrant, ouais, non, oui, je reviens, t'inquiète pas, Moustapha. Donc j'ai dit, oui, ça peut s'expliquer parce qu'effectivement, à l'époque, Saint-Louis prenait les meilleurs étudiants, donc, c'était très sélectif. Donc, je vous l'accorde aujourd'hui, Moustapha, les étudiants de l'IGB à l'époque étaient meilleurs que les étudiants de Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, c'est juste pour rappeler l'assistance que voilà, le parcours de Moustapha, c'est un parcours qui montre la voie aux jeunes, que les compétences également, ce qu'on peut devenir dépend des ambitions. Nous nous sommes rencontrés quelque part, moi et lui, mais vous avez vu sa trajectoire. Hein? Sa trajectoire était d'aller vraiment vers les grandes entreprises, ainsi de suite. Moi, j'ai choisi d'être, par exemple, un enseignant. Et que vous aussi, vous pouvez suivre les mêmes pas et devenir donc vraiment des personnes de référence dans ce domaine-là. Donc, merci encore, Moustapha, pour le partage de ces cas, surtout les cas d'application, parce que je pense que c'est souvent ce dont on a besoin dans ce domaine-là. Pour aussi permettre à nos pays de résoudre leurs problèmes, hein, parce qu'il ne faut pas attendre que les autres viennent et en fait résolvre nos problèmes. C'est à nous d'identifier nos problèmes, nos besoins et de trouver les mécanismes et les solutions pour y arriver. Donc, je pense qu'on peut réouvrir le chat et s'il y a des questions, comme il l'a dit, on peut en prendre encore parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Hein. Donc, il faut être précis dans l'expression de vos questions pour que Moustapha puisse apporter des retours. Donc là, on vous écoute. Hein. Vous pouvez écrire ou bien vous levez la main, mais je ne pense pas que vous avez la possibilité de parler. Donc, je pense qu'il faut plutôt écrire. Hein. Donc, en attendant, j'ai une première question. Bon, ça, je m'y attendais. C'est comment faire pour s'inscrire à l'école d'intelligence artificielle africaine, le AMAI. Donc, ça, c'est la première question de Abdoulaye Sarr. Allez-y, Moustapha. Oui, donc ça, c'est donc chaque année, donc pour l'African Masters of Machine Intelligence, chaque année, on a une période d'admission qui va cette année commencer en février, je pense. Donc, on ouvre l'admission, on fait le partage, on partage cette information-là sur les réseaux sociaux et puis avec différentes institutions. Vous serez au courant quand ça sera ouvert et donc il faudra juste candidater en transmettant toutes les informations nécessaires. Il y aura une plateforme de candidature où vous pouvez transmettre toutes les informations qu'on vous demandera, y compris des informations sur votre background, etc. Et ensuite, il y a une sélection qui se fait. Et à l'issue de la sélection, vous êtes contacté. Et puis, une des particularités de cette formation, c'est que vous avez une bourse intégrale. Donc, vous êtes complètement pris en charge. On vous donne tout ce dont vous avez besoin. La seule chose que vous avez à faire, c'est de devenir un excellent ingénieur ou chercheur en intelligence artificielle. Donc, on vous donne tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes logé, nourri, on vous donne un ordinateur, on vous donne une bourse. En tout cas, tout ce qu'il faut pour que vous ne vous concentriez que sur ce que vous avez à faire. C'est évidemment très sélectif, mais j'invite tous les Sénégalais à
à candidater, en tout cas tous les jeunes Sénégalais qui sont intéressés par le sujet. On a déjà eu des Sénégalais qui ont participé à la formation, hein, certains, dont des femmes d'ailleurs, dont je suis très fier, qui travaillent aujourd'hui dans certaines entreprises sénégalaises, y compris la Sonatel ou bien à Bamtou, ou bien qui sont passés dans les plus grands labos en IA au monde, y compris à Montréal, au MILA, ou bien au Vector Institute, ou bien même à Facebook, etc. Donc voilà. Les critères sont simples, hein. Il faut avoir un très bon background en mathématiques et en computer science, ou bien en physique, en computer science, etc. Ou bien juste en computer science. Mais voilà, donc c'est très compétitif, encore une fois, très sélectif. Mais si vous avez un bon background dans ces disciplines-là, vous avez ce qu'il faut pour candidater. Je suggère à ceux qui candidatent, et je vois de plus en plus de gens le faire, ceux qui sont intéressés par ces sujets-là, de faire des choses qui montrent que vous êtes intéressé par ça. Par exemple, de plus en plus de personnes, en fait, prennent des formations en ligne, comme sur Coursera, les deep learning courses sur Coursera, etc. Et ils mettent ça dans leur CV. Et ça montre que ces gens-là sont déjà intéressés par le sujet, ils ne commencent pas de zéro et tout, et ça peut aider à la candidature aussi. Donc, si vous avez, vous devez pouvoir aussi montrer que vous savez déjà coder, si vous avez du code à montrer sur GitHub, vous pouvez mettre ça sur votre CV et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est quelques tips que je partage comme ça à propos du programme. Donc, le programme lui-même, c'est l'African Masters of Machine Intelligence. C'est un programme de master que nous implémentons à l'African Institute of Mathematical Science, donc à AIMS. Okay? Donc, ce programme de master, nous l'implémentons à AIMS. Donc, au Rwanda, ça se trouve à AIMS Rwanda. Au Ghana, ça se trouve à AIMS Ghana. Et ici, au Sénégal, ça se trouve à AIMS Sénégal, qui se trouve sur la Petite Côte. Voilà. Donc, merci, Moustapha. Pour les Mais autres, pour plus d'informations, que... voilà, pour plus d'informations pour le programme, vous pourrez aller sur la page du programme et il y aura toutes les informations nécessaires là-bas en temps voulu. Ouais, et cette page-là vient d'être partagée par le professeur Gaussou Kamara sur le chat. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et avoir tous les détails relatifs à ce programme. Mais il y avait une question aussi. Oui, oui. Ouais, j'allais juste dire parce qu'il y a des gens qui demandent la période de sélection, etc. Enfin, ça sera publié, hein, ça sera publié sur le site là qui a été partagé par Gaussou. Et moi aussi, je le publie souvent sur mon Twitter. Si vous êtes sur Twitter, si vous me suivez, je le publie souvent sur Twitter quand la période de sélection commence. Donc, si vous me suivez là-bas aussi, vous verrez ça. D'accord. Voilà. Merci, Moustapha. Il y a une question pertinente qui est posée par Abdelaziz Mfossa, qui demande quelle est la cause de la lenteur du développement de l'IA en Afrique. Donc, il voudrait avoir votre avis ou votre observation sur ça. La cause de la lenteur du développement de l'IA en Afrique. C'est une excellente question. En fait, je ne pense pas qu'il y ait une seule cause. Je pense qu'il y a plusieurs causes. Mais je veux regarder la question avec des yeux optimistes. Qu'est-ce que j'entends par des yeux optimistes? C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a eu la révolution industrielle, cette révolution a mis beaucoup de temps à arriver en Afrique. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, dans beaucoup de pays, on peut dire que cette révolution n'est pas encore arrivée. Je pense que ça ne sera pas le cas pour la révolution que nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce que l'information aujourd'hui est disponible pour tout le monde. Tout le monde a accès à l'information pour peu que vous ayez de l'électricité et de l'Internet. Ce qui n'est pas le cas souvent dans certaines parties, mais on peut dire que dans beaucoup d'endroits en Afrique, l'information existe. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'on fait en intelligence artificielle, en sciences des données, etc., ce n'est pas, comme disent les anglophones, là, it's not rocket science. C'est pas du rocket science, là. C'est des maths et de l'informatique. Donc, toutes les bases, toutes les connaissances qu'il faut pour travailler dans ce domaine-là existent déjà. On a beaucoup d'étudiants très brillants en mathématiques. On a beaucoup de gens qui savent écrire du code de qualité. Il faut juste que ces gens-là mettent
en synergie leurs compétences et puis qui se mettent à apprendre les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Et à partir de ce moment-là, ça peut aller très vite. Le pari que j'ai pris lorsque j'ai créé cette formation-là, c'était qu'en 1 an, on peut transformer une personne qui a d'excellentes bases mathématiques et informatiques en un excellent ingénieur ou chercheur en intelligence artificielle. Et ça n'a pas été démenti. On a vu des vrais succès parmi les étudiants qui ont été diplômés du programme. Donc, à mon avis, on est toujours dans la phase où, partout en Afrique, on est en train de créer une masse critique de personnes qui travaillent sur le sujet. Et une fois qu'on aura atteint cette masse critique, ça va juste exploser, quoi. Moi, je suis rentré en Afrique il y a bientôt 3 ans. Et la conviction qui m'a mené à ce choix de carrière, c'était que le futur de l'intelligence artificielle se trouve en Afrique. Parce que la seule condition qu'il faut pour développer cette discipline-là, c'est de l'intelligence. Et cette ressource humaine-là, on en a plus que tout le monde. Ce n'est pas de la prétention, hein, parce que ma conviction est que l'intelligence est uniformément distribuée sur la planète. Et si elle est uniformément distribuée sur la planète, puisqu'on aura plus de monde, plus d'Africains enfin, plus de gens vivant en Afrique que partout ailleurs dans le monde, il y aura plus d'intelligence en Afrique. Et par conséquent, il y aura plus de gens, si on leur donne les capacités, qui pourront faire de grandes choses avec l'intelligence artificielle. Donc, pour revenir à ta question, je pense que c'est juste une question de temps et que les choses sont en train de se mettre en place. Si on arrive à relever le défi de la formation, on verra bientôt les résultats de ce processus-là. Merci beaucoup, Moustapha. Une dernière question avant de passer à la prochaine session. Donc, il y a Kebadem qui demandait quelles sont les bases à avoir pour travailler sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est une question qui mérite d'être éclairée ou qui mérite d'avoir des réponses. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, les bases, c'est les mathématiques et l'informatique. Si vous avez une licence en maths et que vous avez de solides bases en informatique, vous savez coder et tout. Si par exemple vous êtes à l'UGB, que vous avez fait une licence info ou bien, ou à Dakar hein, d'ailleurs, ou bien des maths et que vous savez coder, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à apprendre, les différents sujets de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, pour Ami, il faut avoir au minimum un bac plus 4. Ah, merci beaucoup. Donc, les autres questions, hein, je pense qu'il y en a certaines, nous avons notées en interne avec le comité d'organisation, on pourra amener des réponses. Et donc, sans tarder, nous allons remercier de nouveau Moustapha Cissé pour cette présentation. Je vais en profiter pour aussi saluer le professeur Moussalo, qui était mon professeur d'algorithmique à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et que je salue aussi. Merci beaucoup, Moustapha. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te revoir ou de discuter de nouveau avec toi. Allez donc.